La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'ai été journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Ça tourne. C'est parti. Sarah Durieux, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous accueillir pour cet entretien Merci beaucoup. autour de votre livre qui s'intitule « Changer le monde ». C'est un manuel pour les activistes et ceux qui veulent s'engager trouveront plein d'ingrédients, plein de modes d'emploi pour mener des combats au nom de la justice et en particulier la justice climatique, mais pas seulement. Vous avez 37 ans, vous êtes aujourd'hui en responsabilité d'une plateforme, la plus importante plateforme mondiale de pétition qui s'appelle change.org. Vous la dirigez pour la France. Mais avant d'en arriver là, vous avez eu une vie qui vous a conduite à devenir une activiste et à prendre ses responsabilités. Comment tout a commencé en fait ? C'est souvent une réflexion qu'on a quand on arrive à mon âge et qu'on ne réalise pas forcément sur le moment. Donc je ne me rappelle pas d'un jour où je me suis dit « ça y est, je vais me lancer dans l'activisme ». C'était vraiment un chemin. Cependant, je pense qu'il y a eu un jour où vraiment j'ai compris en tout cas que pour faire avancer les choses dans le monde, le cœur c'était important. Donc ce qu'on avait envie de voir changer dans le monde, mais la méthode aussi, elle était importante. Et j'ai cet épisode que je garde toujours en tête et que je raconte beaucoup aussi pour expliquer aux gens comment eux aussi peuvent se lancer. C'est que j'étais en BTS de communication, puisque je n'avais pas eu de grande ambition de faire des études au départ. J'étais un peu perdue, comme pas mal d'ados à 18 ans à qui on dit de trouver leur chemin. Et donc j'étais dans ce BTS et on nous a demandé de faire un devoir. Et on nous a dit, voilà, faites une publicité sur un sujet de votre choix. Et moi, j'ai décidé de faire un tract sur la situation au Tibet. Ce tract a été hyper intéressant parce que ça m'a permis déjà de mieux comprendre ce qui s'y passait et de faire quelques recherches, mais surtout de me dire mais il faut absolument faire quelque chose. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment ressenti cette urgence, pas seulement de l'indignation ou du sentiment d'injustice, mais de faire, d'agir pour que ça change. Et donc cette expérience d'activisme n'a pas été fructueuse puisque j'ai constitué un joli petit dossier qui est resté au fond de la salle de classe et que personne n'a consulté. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, en fait, il ne suffit pas d'avoir le cœur, il faut aussi créer la force collective, le pouvoir pour que les choses avancent. Et donc il faut avoir une méthodologie. Donc moi, mon entrée dans l'activisme, elle se fait beaucoup comme ça, dans l'idée de... J'ai toujours été sensible à ce qui se passait autour de moi. Ma mère dit beaucoup, je regardais les informations et j'étais toujours au courant de qui avait dit quoi, même en étant très jeune. Mais ce passage à l'action, il est venu de ce moment-là, je crois, de se dire il faut trouver les méthodes pour faire avancer ce qui nous tient à cœur. D'une certaine manière, ça a été le déclic, mais vous veniez d'une famille de militants ou pas ? Alors justement, non. Moi, j'ai pas du tout de culture politique dans ma famille. Mes parents n'étaient ni engagés dans un parti, ni dans un syndicat, ni même actifs dans une association locale. Donc, c'était vraiment pas du tout une culture familiale. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que mon histoire familiale avait à voir, parce que mon grand-père était juif, polonais, il a servi dans la résistance. Et je me suis dit pendant un temps que peut-être c'était cette fibre familiale qui m'avait influencée. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que c'était quelque chose de différent et je pense que je l'ai compris justement en militant auprès de femmes, auprès de féministes, que je pense que mon engagement il vient vraiment du fait d'être une femme, du vécu de femme et des injustices et des violences dont j'ai été soit victime, soit témoin en tant que femme. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussée dans l'envie de refuser le statu quo, de refuser qu'il y ait des choses, il y ait des situations qui s'imposent aux gens du fait de leur identité, du fait de leur situation. Donc je pense que ce sentiment d'injustice et cette envie de le résoudre, ça vient beaucoup de cette expérience de femme. Donc c'est moins par l'héritage de votre grand-père résistant que par le sentiment de défendre l'intégrité des femmes. Et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont engagées à la fois pour le climat et pour les droits de l'homme en général. Mais racontez-nous cette expérience de constat de violence conjugale. Vous avez même dit, vous, été victime de violences sexuelles. Est-ce que ça a évidemment beaucoup compté et vous pensez que c'est vraiment là que se trouve la matrice de votre engagement ?
Je pense qu'on est constitué de beaucoup de choses dans nos vies et que si c'était aussi simple de décider, de définir entre guillemets ce moment, j'aurais plus facilement compris. Je pense qu'il y a un sentiment de responsabilité quand on vit soi-même une injustice et quand on est au contact de gens autour de nous qui ont décidé de la combattre. Donc pour moi, c'est un peu cette chance entre guillemets que j'ai eue à la fois de surmonter entre guillemets cette épreuve, mais de le faire au contact de personnes qui autour de moi étaient déjà dans une démarche d'activisme, de changement social. Et d'ailleurs, je dis souvent en parlant avec des amis que je pense que je suis devenue féministe au contact de femmes qui m'ont fait réaliser que les expériences que j'avais vécues n'étaient pas normales, n'étaient pas acceptables et qu'il fallait lutter contre ça. Donc je dirais que le déclic n'est pas au moment forcément où on vit ce traumatisme, mais plus au moment où on réalise que ce traumatisme n'est pas acceptable et surtout qu'on peut lutter contre le fait que ça puisse se reproduire pour d'autres. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu un espèce de transition en deux moments, ce vécu, mais aussi cette réalisation qu'on peut refuser encore une fois le statu quo et avoir envie de changer ça. Et entre le moment où ce que vous avez vécu comme un traumatisme et la décision de vous engager, il s'est passé beaucoup de temps? C'est ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique, elle a été longue? Alors, je ne peux pas dire que j'ai été victime d'amnésie post-traumatique. Je pense que j'ai réalisé la gravité de ce que j'avais vécu en parlant avec des féministes qui m'ont dit, en fait, oui, un acte sexuel qui n'est pas consenti, un acte sexuel ou une violence psychologique qui est vécue dans un cadre familial ou de couple, ça n'est pas acceptable. Ça fait partie des violences sexistes et sexuelles que l'on doit combattre si on veut avoir une société vraiment égalitaire. Donc pour moi, c'est plus un réveil, une compréhension que la fin d'un choc post-traumatique qui m'aurait permis de me rappeler. C'est plus une réalisation. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et en fait, on le voit, moi, pendant toute la période MeToo, j'ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi, des femmes autour de moi, qui, comme moi, se sont dit, mais finalement, cette situation n'était pas normale. Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment une violence. Donc, pour moi, c'est plus cette espèce de transition, de réalisation qu'on ne peut pas accepter ça, qui a été le déclic pour avancer, entre guillemets, vers une forme de résolution, parce que je vis cet activisme et cet engagement, pas seulement d'ailleurs sur les questions féministes, comme une espèce de résolution de ce sentiment d'injustice que j'ai toujours éprouvé, je pense, depuis très très jeune. Avant de venir sur la question de la justice qui est fondamentale, aujourd'hui, on vous connaît de plus en plus, vous avez accès aux grands médias. Est-ce que vous avez la conscience d'être en quelque sorte une porte-parole de toutes celles qui n'ont jusqu'à maintenant rien dit ou rien pu dire en raison de leurs conditions sociales? Je ne me vois pas comme une porte-parole parce que je pense qu'on est toutes porte-parole de nos combats et je pense qu'on l'a vu dans les mouvements récents. En fait, c'est cette parole collective qui fait que les choses avancent et que d'autres femmes se sentent légitimes pour, à leur tour, parler, dénoncer et agir. Donc, je me vois pas... Je pense que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir accès à certains médias pour passer certains messages. Cependant, je me vois pas comme porte-parole parce que je pense qu'il y a autant d'expériences qu'il y a de femmes et donc je me sentirais pas légitime pour dire je porte la parole de toutes les femmes. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup des féministes, c'est qu'il y a autant de vécu qu'il y a de combats, qu'il y a de féminisme aussi, donc il y en a aussi plein d'autres. Et surtout, je pense que c'est important, on est vraiment à une époque où cette question du porte-parole-là, elle est très très importante à aborder d'une manière inclusive. On a beaucoup discuté de comment certaines personnes représentaient d'autres et comment ça pouvait ne pas être accepté. On l'a vu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a cette véritable volonté d'horizontalité, de dire en fait on a tous le droit à la parole et un espèce de refus d'avoir une position hiérarchique entre guillemets avec une personne qui serait porte-parole. Je suis heureuse de contribuer à faire avancer des discussions autour des sujets qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à d'autres personnes, mais je ne me vois pas comme une porte-parole forcément ni de la cause féministe, ni de la question de l'activisme en général, mais quelqu'un qui met sa pierre à l'édifice. Alors, est-ce que vous vous voyez comme une héritière, celle qui continue de porter le message des féministes, celle des années 70 avec le MLF, celle des écoféministes d'aujourd'hui? Absolument, et je pense qu'aujourd'hui, les mouvements qui m'ont aidée à me dire, à m'affirmer féministe,
ont eux-mêmes hérité d'autres mouvements. Je pense par exemple à Caroline de Haas ou à Madeleine da Silva, qui sont des féministes très engagées depuis des années, qui ont constitué des mouvements, divers mouvements féministes, dont Nous Toutes, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Et en fait, c'est leur héritage dont je bénéficie aussi. Je me considère, entre guillemets, comme une héritière de ces mouvements nouveaux, puisque mon éveil féministe, il a été assez tardif. Et en fait, c'est intéressant de voir comment on discute certaines choses, on découvre certains systèmes qui ont déjà été discutés bien avant nous par des femmes, comme vous le dites, dans les années 70 en France ou ailleurs. Et moi, j'ai presque une forme de sentiment de ne pas avoir... presque de regret de ne pas avoir su tout ça plus tôt. C'était vraiment la réflexion que j'ai eue il y a quelques années où je me suis dit, mais aujourd'hui, je pense que c'était autour de mes 33 ans, donc c'était assez récent, mes 32-33 ans, je me suis dit, mais j'ai vécu toute ma vie comme ça, sans réaliser toutes ces choses. Et c'est comme si vous voyez la matrice, vous voyez ce que je veux dire, vous passez de l'autre côté et vous réalisez tous ces systèmes d'oppression contre les femmes dont vous avez été victime, auxquels vous avez aussi parfois participé. Donc je me sens vraiment héritière et en même temps un peu gênée de ne pas avoir connu avant tout cet héritage féministe qui a beaucoup fait pour nos mouvements d'aujourd'hui. Au fond, il y a 2 piliers dans votre action, c'est l'injustice et la domination. Et ça, c'est quelque chose que je réalise encore aujourd'hui parce qu'on apprend tous les jours. Enfin, moi, je considère que tous les jours, je découvre beaucoup de choses de ce qui nous entoure, à la fois grâce aux mouvements activistes, mais aussi grâce à des mouvements, par exemple, d'entrepreneurs sociaux qui réfléchissent aux questions de domination. Et forcément, il y a comme un espèce de puzzle qui se met en place, c'est-à-dire même sans éducation politique, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un environnement qui m'a appris les théories politiques. En fait, tout fait sens, c'est-à-dire qu'on comprend le lien entre le féminisme qui est nécessaire pour lutter contre les oppressions sexistes, la lutte antiraciste qui est nécessaire pour lutter contre le système, ou en tout cas le système dans lequel on vit, qui met en œuvre et reproduit des situations de racisme et du racisme systémique, mais c'est aussi pareil sur la surexploitation de nos ressources naturelles. Et donc tout ça, ça fait sens et on voit le lien entre oppression, injustice, domination qui paraît évident. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je pense qu'on a des discussions d'ailleurs entre nous, activistes, où on réalise qu'on se complète. On a l'impression de tous prêcher pour notre paroisse, mais en fait, on est un peu quand même tous en lutte contre un système global qui crée toutes ces injustices contre lesquelles on essaye de lutter. Vous parlez comme une écoféministe. Oui, alors du coup, c'est encore une fois une théorie que j'ai appris aujourd'hui, assez récemment, qui est que finalement, il y a un lien entre domination, ça a été théorisé bien avant moi et mes consoeurs activistes, qu'il y aurait un lien entre domination patriarcale et domination de l'homme sur la femme et domination de l'homme sur la nature. Et donc moi aussi, j'avais un peu du mal au départ avec ces théories que je pouvais associer à une forme d'essentialisme de la femme qui serait forcément associée à la nature, au naturel, etc. Mais en fait, on voit qu'il y a une logique qui est très claire aussi derrière, qui est une logique d'appropriation. Et que cette appropriation, que ce soit sur la nature ou sur les femmes, elle est d'abord faite par l'homme. Et donc, il y a une logique qu'on comprend au fur et à mesure en filigrane. Et moi, j'apprends beaucoup, d'ailleurs, de beaucoup de femmes qui se mobilisent aussi sur les questions d'écoféminisme aujourd'hui. Il y a des groupements qui se créent et des discussions qui ont lieu aujourd'hui entre des femmes qui travaillent sur la finance. Je pense, par exemple, à Eva Sadoun, qui travaille beaucoup sur cette notion de lien entre la finance qui... et aussi une forme on accapare des ressources pour un objectif de faire avancer une société patriarcale qui a une vision très spécifique du monde. Donc voilà, tous ces liens sont en train de se faire entre toutes nos luttes, entre guillemets. Et en fait, finalement, ça a été théorisé bien avant nous, mais nous, on les redécouvre aujourd'hui. Alors, le vieil écologiste que je suis peut vous dire par qui ça a été théorisé. C'est une Française, d'ailleurs, qui l'a théorisé la première, qui a été accusée, d'ailleurs, par ses amis du MLF à l'époque d'essentialiste. Elle s'appelle Françoise d'Aubonne. C'est elle qui est la première à employer ce terme d'écoféminisme. Mais des écoféministes, il y en a beaucoup de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de la Manche, il y a des écoféministes qui ont campé
pendant 10 ans sur le même site à Agreement Common pour empêcher la construction d'ogives nucléaires. Elles l'ont fait en non-mixité. C'était vraiment des écoféministes très radicales. Et aujourd'hui, l'une des figures les plus emblématiques de l'écoféminisme que vous connaissez bien sûr, c'est Vandana Shiva, qui est à la fois dans le combat pour les femmes, l'émancipation des femmes, et dans de grands combats écologiques. Mais quand je regarde votre parcours, en fait, on aurait pu imaginer que naturellement, vous vous engagiez dans des associations féministes, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas, puisque vous êtes passé par plusieurs ONG. Racontez-nous ça. Vous êtes allé à la Fondation Hulot, au WWF, je crois, et Enfance et Partage, ou non, SOS Village d'Enfants. Ouais. En fait, je pense que vraiment la question de la nature, de la protection de la nature, moi je suis un peu une enfant, enfin je suis un peu la génération Hulot quand même. On a regardé à la télévision les programmes de Nicolas Hulot, et sans avoir justement, encore une fois, cette éducation politique, il y avait une sensibilisation à la nature, au vivant, qui a été très très tôt chez moi, et qui a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand j'étais en train d'étudier, je voulais faire mon stage à la Fondation Nicolas Hulot, parce que j'étais vraiment passionnée de cette idée de rejoindre cette espèce d'écologie très positive, qui fait rêver et qui donne à voir en fait ce qu'on doit protéger, donc quelque chose qui était pour moi hyper intéressant. Et surtout, j'aimais beaucoup l'idée de on va faire ensemble. Enfin, je pense que ça reste quand même aussi au cœur de mon engagement, cette idée de trouver des ponts, trouver des moyens de solutionner les choses plutôt que dans quelque chose de très radical. C'est vrai que je me reconnais plus dans une logique aussi stratégiquement de se dire avec qui on va pouvoir travailler pour que les choses avancent au bout du compte. Mais l'écologie, c'est aussi un combat. Et c'est aussi un combat. Et en fait, ce que j'aime, en fait, c'est cet équilibre entre combat, pression et négociation, stratégie. Et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on gagne, et de voir à quel moment on peut trouver la porte d'entrée qui va faire qu'on va soit devoir utiliser la négociation, ou à un autre moment, on va devoir utiliser la pression médiatique. Et c'est ça que je trouve intéressant, d'ailleurs, dans le travail que je fais autour des pétitions en ligne avec les gens qui les lancent sur notre plateforme, c'est qu'on est toujours dans cette espèce de trouver le bon équilibre entre pression médiatique et négociation. Vous avez donc cette expérience avec les différentes ONG dans lesquelles vous avez travaillé, puis change.org. Alors change.org, ça peut être vu de deux manières. Soit on peut le regarder de manière critique en disant c'est très bien, mais c'est du clic-activisme, c'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en appuyant sur un bouton en disant OK, mais on peut le regarder aussi comme un outil qui permet de mutualiser des personnes qui sont souvent isolées, qui n'ont pas d'autres moyens de faire connaître leur combat. Oui, absolument. En fait, c'est d'ailleurs, je pense que c'est une réflexion qui est justifiée de se dire est-ce que cliquer, c'est suffisant, et je pense que c'est intéressant de voir l'idée d'une espèce d'échelle d'engagement. En fait, pour moi, le plus important, c'est pas uniquement de renforcer et de pousser les gens qui sont déjà des militants engagés. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va chercher aussi des gens qui, pour l'instant, ne sont pas très engagés ou n'ont pas forcément conscience du pouvoir qu'ils peuvent construire collectivement. Et donc, je trouve intéressant de dire, commençons peut-être par une pétition, parce que peut-être qu'une pétition, c'est un point d'entrée pour aller plus loin. Donc ça, c'est la première chose. Donc, elle commence à constituer une espèce d'échelle d'engagement pour les gens. Et j'ai eu énormément d'exemples que j'ai vus dans les 10 dernières années où j'ai travaillé chez Change, de gens qui vont commencer par signer une pétition, puis qui vont créer un collectif, puis qui vont créer une association. J'en ai même vu se présenter à des élections, par exemple, suite à cet engagement qui était vraiment un premier pas dans l'activisme via le pétitionnement. Et puis, il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de l'inclusion et de l'accessibilité. Et aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, on est éloignés les uns des autres, on n'a pas forcément possibilité de se voir, de se retrouver physiquement. Et donc, le militantisme qui peut se faire par voie digitale, dont la pétition, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on permet à des gens d'accéder à la participation au militantisme avec des outils qui leur sont accessibles, soit parce qu'ils sont isolés géographiquement, et je pense par exemple aux gens qui vivent dans des zones rurales, qui peuvent parfois ne pas pouvoir monter forcément dans une grande ville ou à Paris pour manifester, mais qui peuvent participer par ce biais-là, ou des gens qui malheureusement n'ont pas beaucoup de temps. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité, d'ailleurs c'est un vrai sujet. Quand est-ce qu'on a le temps de militer? Quelles sont les conditions vraiment pour militer aujourd'hui? C'est beaucoup de temps, un peu d'argent aussi. Et donc la question du temps, elle est cruciale. Et quand on a beaucoup de
temps qui est dédié à travailler, à s'occuper de ses enfants, à mener différentes activités entre guillemets de survie, c'est difficile de trouver ce temps d'activisme. Et donc tout ce qu'on peut faire pour moi pour faciliter justement la participation, l'engagement, il faut l'utiliser parce que c'est les conditions aussi pour que notre société elle soit plus démocratique. Et je crois que l'activisme, ça doit pas être le fait de quelques personnes, de quelques militants, mais ça doit être quelque chose qui doit être largement partagé à différents niveaux d'engagement en fonction de ce qu'on peut et de ce qu'on veut faire. Dans votre bouquin, vous parlez d'activiste dans l'âme. C'est quoi être activiste dans l'âme ? Alors, moi, c'est comme ça que je me décris, c'est-à-dire l'activiste, pour moi, dans l'âme, c'est quelqu'un qui regarde, par exemple, moi, ça m'arrive, je regarde les informations ou je regarde les réseaux sociaux et toutes les 5 minutes, je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc moi, l'activisme dans l'âme, c'est ça, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous, qui est comme une espèce d'urgence d'agir qui ne peut être résolue que par la prise d'action. Enfin, c'est une forme d'indignation permanente. Alors, je pense que ça va plus loin que l'indignation parce que pour moi, il y a cette différence, c'est le passage à l'action. Je pense qu'on peut être très indigné et en colère et se dire « ça sert à rien, je reste chez moi, de toute façon, tout ça, ça n'a aucun sens, ça me dégoûte, etc. » Et il y a l'idée de dire « c'est insupportable, il faut agir, il faut faire quelque chose. » Et donc, je vais envoyer un message à mes amis en disant « mais vous avez vu ça, il faut qu'on fasse quelque chose, est-ce qu'on peut agir, etc. » Et pour moi, c'est là tout l'enjeu, nous militants, qu'on a. C'est comment est-ce que... Je pense que la colère et la frustration, elle est massive dans notre pays, mais pas qu'en France d'ailleurs. Et la grosse question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que cette indignation devienne action, parce que c'est aussi un enjeu de vivre ensemble. Et je pense que la frustration que les gens peuvent ressentir aujourd'hui, c'est le terreau de l'isolement et c'est le terreau de la montée de la haine aussi. Et du populisme. Et du populisme. Et je vois en fait... vraiment l'activisme, pas seulement comme un moyen de résoudre des problématiques sociales, mais comme un moyen de réconcilier les gens entre eux en se montrant, en fait, on peut faire des choses ensemble. Et aussi une forme de reprise, c'est pour ça que le bouquin s'appelle « Reprendre le pouvoir », parce que c'est aussi l'idée de reprendre le pouvoir sur soi-même et collectivement et se dire, en fait, je peux, cette colère, elle est légitime, mais elle peut être transférée en action et donc j'ai pouvoir de faire, j'ai de la place dans la société et je peux contribuer à faire que cette société avance positivement. Autrement dit, là, je représente le titre de la couverture de votre livre, « Reprendre le pouvoir ». Et comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, comment reprendre le pouvoir quand on est si loin du pouvoir, quand on se sent isolé, méprisé, comme l'ont été d'ailleurs, par exemple, les Gilets jaunes qui ont exprimé cette forme d'abandon. Quand on vous écoute, c'est un très beau plaidoyer pour l'action collective. Donc, absolument. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui vous sont en train de vous écouter et qui se disent c'est bien beau tout ce qu'elle nous raconte, mais moi je suis vraiment paumé, loin de tout, plus de service public, plus rien, et je suis dans une certaine forme de misère morale et sociale qui m'accable. Ouais. D'abord, courage. Et aussi dire... il y a tellement d'exemples aujourd'hui, enfin, je ne le dis pas du tout, c'est pas une incantation, c'est que je l'ai vu en fait, cette action. J'ai vu des gens isolés, j'ai vu des gens dans des situations parfois très très compliquées, retrouver non seulement la capacité à agir en se retrouvant collectivement, mais aussi résoudre leurs problèmes en agissant collectivement. Je peux donner plein d'exemples. Stéphanie Jacquet, qui est une femme incroyable, qui habite à côté de Lille et qui fait campagne parce que sa fille, elle souffre d'un syndrome qui est le trouble de l'attention, s'appelle le TDAH. Et en fait, en France, on prend très mal en charge les enfants qui souffrent de ce trouble-là. Et elle a vécu pendant des années honnêtement, dans la très grande difficulté de pouvoir s'occuper de sa fille et de pouvoir lui permettre de se développer comme n'importe quel enfant. Et donc, elle a lancé une pétition pour demander une meilleure prise en charge de ses enfants avec des actions concrètes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le parcours de Stéphanie, parce que ça fait 2 ans maintenant, c'est qu'elle est passée d'une situation individuelle où elle était seule, où elle se sentait vraiment épuisée, à j'utilise en fait cette situation pour retrouver des gens autour de moi. Elle a créé un réseau partout en France de parents qui sont dans la même situation, qui chacune et chacun vont voir leurs députés, leur expliquent la problématique, leur demandent de pousser ce sujet au niveau national. Et d'ailleurs, elle a obtenu d'être auditionnée par le Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu une journée d'information à l'Assemblée nationale sur ce sujet, donc grâce à son action. Donc aujourd'hui, Stéphanie, elle a toujours sa problématique. Ce n'est pas encore complètement résolu. Elle n'a pas atteint son objectif. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'elle n'est plus seule et en colère. Elle se rend compte qu'elle a du pouvoir avec les personnes avec qui elle s'est organisée pour faire avancer les choses. Et donc,
là, je donne cet exemple sur la question du handicap, mais je pense que c'est vrai pour tout. Et la grande leçon que les Gilets jaunes nous ont tous donnée, c'est quand même que même si on est en précarité, même si on est seul et isolé, en fait, on peut se retrouver sur un rond-point et on peut réfléchir ensemble à une vision du monde qui est différente. Et je pense qu'on pourra en parler avec certains et certaines d'entre eux. C'est qu'aujourd'hui, ça a créé vraiment une communauté. Il y a eu des gens qui, aujourd'hui encore, même si on ne parle plus des Gilets jaunes dans les grands médias, continuent à se voir. Moi, je sais qu'à Melun, pas loin de là d'où je viens, il y a des gens qui continuent à se retrouver sur les ronds-points simplement parce qu'ils ont recréé ne serait-ce qu'une communauté solidaire, entre guillemets, sans forcément une communauté d'action. Donc vous voyez comme c'est intéressant de se dire que l'activisme, il recrée aussi du lien entre les gens qui se sentaient isolés. Et donc moi, c'est ça en fait que j'ai envie de promouvoir, entre guillemets, c'est si vous vous sentez seul et isolé, certainement vous allez trouver des gens qui vivent la même chose et avec qui vous ne serez plus seul et plus isolé, mais que vous pourrez construire quelque chose de collectif et de positif. Alors ça, c'est la question du lien. Et en effet, on ne voit plus les gilets jaunes sur les écrans de télévision. Mais sans doute que pour beaucoup, la vie a changé. Et on est passé de l'isolement à une forme de solidarité et de lien dans des déserts. Il y a la question de l'urgence. Est-ce que votre génération, vous avez donc 37 ans, est consciente de cette urgence, consciente de ce qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant nous si l'on veut permettre à l'espèce humaine de survivre sur cette planète ? Oui, je pense qu'on en est conscient et à ce titre, je pense que les mouvements climat ont fait un travail exceptionnel de remettre au centre des débats publics la question de l'urgence climatique. Mais qui est intéressante, c'est qu'on a bien vu qu'il n'y a pas qu'une urgence climatique, il y a une urgence sociale. Et là, on le voit, bien sûr, on a été frappé de plein fouet et maintenant une urgence sanitaire. Et c'est sûr qu'on a ce sentiment de c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup du monde d'après, parce que je pense qu'il y a à la fois cette compréhension qu'il y a une urgence, mais aussi la réalisation qu'il y a une opportunité aujourd'hui, parce qu'il y a une crise qui est tellement importante qu'on aurait la capacité à tout effacer et à tout relancer d'une manière différente. Moi, je ressens beaucoup cette question de l'urgence, mais je l'équilibre aussi avec la nécessité aussi de réaliser que nous ne sommes qu'une pierre sur le chemin de la liberté, de l'égalité, de la justice. Comme vous l'avez très bien dit, il y a eu des gens avant nous qui ont fait beaucoup, qui nous permettent aujourd'hui d'être à la place où on est et de militer de la manière dont on milite, parce qu'avant nous, comme vous le disiez, dans les années 70, il y avait des militantes qui nous ont permis, par exemple, de pouvoir avorter. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de nous battre sur d'autres terrains, bien que parfois il faille aussi revenir en arrière et maintenir ses acquis. Donc c'est pour ça que je considère qu'il y a une urgence à agir, il y a une urgence à changer notre monde, mais je suis aussi consciente que nous sommes sur un chemin qui est un chemin de l'humanité, en fait, et qui va durer aussi après nous. Et moi, j'ai 37 ans, déjà, je me sens plus vieille que les militants de 20 ans. Qui sont très actifs, qui sont extrêmement les moteurs actifs de la génération climat. Exactement, génération climat. Quand vous regardez le mouvement Nous Toutes, la majorité des femmes qui sont impliquées, elles ont une vingtaine d'années. Enfin, il y a vraiment beaucoup de très jeunes militants. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce militantisme très très jeune, il est intéressant parce qu'il arrive vraiment juste après nous et il va nous permettre en fait de garder cette espèce de continuité. Et moi, c'est ça que je regrette, c'est que j'ai un peu l'impression qu'entre les années 70 et les années 2000, il y a eu quand même un moment où cet activisme, il est devenu très politique et peut-être pas suffisamment diffusé dans la société. Et je retrouve, notamment via les réseaux sociaux, cet intérêt de remettre en fait l'activisme au cœur de notre vie quotidienne à toutes et à tous. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, qui dit activisme dit aussi désobéissance. Est-ce que vous êtes une adepte de la désobéissance civile dans la lignée de Thoreau, Gandhi, Luther King et quelques-uns d'entre nous qui sont allés devant les tribunaux pour dire que ce n'était pas aux grandes sociétés multinationales de décider de ce que nous devons avoir dans notre assiette. Et à cette notion de désobéissance civile, ma génération, mais je pense que la vôtre, et vous allez me répondre, et sur la même ligne, c'est la désobéissance civile non violente. Alors, moi, je suis adepte de toutes les stratégies qui permettent d'atteindre nos objectifs. Et je considère que la désobéissance civile, c'est une stratégie qui permet d'atteindre des objectifs. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Et du coup, oui, moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, de ce qui s'est passé récemment autour du mouvement climat. Par exemple, le décrochage des portraits, qui est une action qui est vraiment extrêmement intéressante et efficace. C'est ça qui est bien et c'est ça que j'essaye aussi de dire dans le livre, c'est que faire de l'activisme, c'est bien, mener des actions, c'est bien, manifester, c'est bien. On peut faire plein de choses différentes. Mais la question, c'est à quel moment cette action
est la plus adaptée pour faire avancer les choses. Donc je ne suis pas forcément une adepte de dire il faut faire que des pétitions ou que de la désobéissance ou que tel et tel type d'action. Il faut réfléchir à combien nous sommes, quelles sont les ressources dont on dispose, et à partir de là, qui est la personne qu'on veut influencer et qu'est-ce qui tient à cœur à cette personne? Qu'est-ce qui va faire que cette personne, ou ces personnes d'ailleurs, ces groupes, vont agir? Et donc en ce sens-là, je trouve que la question de la désobéissance, elle est intéressante dans le moment dans lequel on est, puisqu'on est dans une situation de crise sociale, économique, sanitaire, où en fait on voit à quel point il y a une forme d'illégitimité de l'action publique parce qu'elle va complètement à l'encontre de ce que l'histoire et de ce que les événements nous ont montré ces derniers mois. Et je pense que le décrochage des portraits, il est intéressant, cette action est intéressante parce qu'elle non seulement elle montre à quel point il y a une forme de défiance par rapport à l'action gouvernementale, mais surtout elle met l'accent, elle donne de la visibilité à une action qui a été faite avec quasiment zéro moyen. Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que tout le monde peut être activiste, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir un peu de méthode, un peu de créativité, mais on peut réussir à faire parler tous les journaux de l'inaction climatique en décrochant le portrait du président dans des mairies. Et ça, je trouve que c'est ça que moi je trouve magique, c'est cette espèce de créativité qui date pas d'ailleurs de notre époque, hein, comme vous l'avez dit, de réfléchir de manière hyper stratégique à comment est-ce qu'on va faire certaines actions qui vont montrer à quel point l'action du gouvernement ou du pouvoir en général est ridicule et injustifiée, tout en le faisant de manière à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité, mais on va dire dans la légalité morale, entre guillemets. Donc c'est ça que je trouve... Pour la conquête de nouveaux droits, c'est ça la désobéissance, c'est pas la défense d'intérêts particuliers. Est-ce que vous vous sentez proche de mouvements comme Extinction Rebellion ou Alternatiba ? Oui, on travaille beaucoup avec Alternatiba, d'ailleurs, sur les questions de mobilisation, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, il y a la question des actions qu'on peut mener en tant que groupement militant, et il y a la question de comment est-ce qu'on emmène avec nous la société, et ça c'est quand même crucial, c'est-à-dire qu'on peut faire pression en tant que groupe militant sur des responsables politiques, mais si on veut aussi changer les mentalités, si on veut faire avancer sur une question de sensibilisation, il faut aller chercher des groupes qui ne sont pas forcément des groupes militants. Donc je trouve que le travail qui est fait à la fois par Alternatiba ou Extinction Rebellion, il est intéressant parce que non seulement il permet de faire avancer le plaidoyer sur les sujets qui sont les leurs, mais aussi il permet de faire comprendre et découvrir la problématique à un public beaucoup plus large. Et c'est là que la médiatisation est intéressante dans le cas de la désobéissance civile, c'est que quand vous passez au journal de 20h et qu'il y a des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui voient que vous êtes assis sur un pont et vous décidez de ne pas bouger de ce pont-là pour manifester et vous êtes tiré par des policiers parce que vous occupez un pont juste pour dire que en fait, vous voulez sauver notre planète, à la fois vous accomplissez le fait de faire pression sur les responsables politiques, mais aussi vous donnez à voir à ces millions de personnes qui regardent le JT à quel point c'est ridicule ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on se bat pour la survie de notre planète et on se fait maltraiter. Ça a même été pire au Pont-Sully. Ils se sont pris des gaz lacrymogènes. Et en fait, c'est pour ça que moi je suis adepte de la non-violence, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons stratégiques. C'est que je pense qu'en fait, la violence, elle donne du grain à moudre au pouvoir en place pour dire mais regardez, c'est pas du tout légitime. On l'a très bien vu avec les Gilets jaunes d'ailleurs, hein, ça a été le cas. Ça a été le cas dans tous les mouvements sociaux qu'on a vus récemment. Il suffisait de la moindre violence pour délégitimer l'ensemble du mouvement. Donc moi, je pense que la non-violence, elle est intéressante d'un point de vue stratégique. Et là, sur le pont de Sully, c'était un très très bon exemple de comment on se bat pour l'avenir de notre planète de manière non violente et on prend en pleine tête, entre guillemets, la violence institutionnelle qui est mise en place par la police. Et ça, je pense que c'est ça qui fait basculer des sociétés. C'est ça qui fait que les gens, à un moment donné, regardent le JT et se disent « Non, mais là, c'est pas possible ». Et on revient à cette idée de voir l'injustice et d'avoir envie d'agir contre cette injustice. Alors tout ce que vous dites là, ça donne un sens particulier, en tout cas qui n'est pas politique ou politicien, à ce qu'on appelle la société civile. C'est quoi la société civile pour vous ? Alors aujourd'hui, moi, là où je tâtonne encore un peu, c'est que je considère que la société civile, ça a été longtemps constitué uniquement de groupes ou d'associations qui avaient pignon sur rue, qui étaient reconnus par les pouvoirs publics, qui étaient convoqués dans le cadre de travaux. Et je pense que ces organisations, aujourd'hui, elles perdent de leur influence
pour différentes raisons. Elles ont d'abord été mises de côté beaucoup. On le voit très très récemment, des membres du gouvernement qui ne vont pas auditionner des associations qui sont pourtant en place depuis des années sur des sujets, donc elles ont été mises à part. Et en plus de ça, il y a une forme de désaffection parce que je pense que ces organisations, elles fonctionnent beaucoup en mode assez hiérarchique, assez centralisé, et qu'on est dans une ère de justement de cette espèce d'horizontalité, de volonté pour chacun d'agir à son niveau selon son propre agenda sans forcément signer un chèque en blanc à une vision politique globale. Et du coup, je pense que c'est important à la fois de renforcer ces organisations parce qu'elles jouent un rôle primordial et donc pour les renforcer, il faut les aider aussi à transitionner vers ce qui fait qu'aujourd'hui les gens vont adhérer à leurs actions, à leur plaidoyer. Mais aussi, je pense que cette société civile, aujourd'hui, elle est constituée de chacun d'entre nous. Et à quel point on peut imaginer que cette société civile, elle doit aussi être constituée de ces groupements ad hoc qui vont se faire autour de certaines actions, autour de certaines décisions qui vont être prises par le gouvernement. Par exemple, quand on voit des collectifs, des petits collectifs qui vont se constituer, qui ne sont pas forcément... Je pense à des collectifs notamment sur Instagram qui sont très actifs ou même les collectifs de colleuses qu'on a beaucoup vus dans les rues, beaucoup de Paris mais aussi ailleurs en France, qui vont coller des affiches pour faire passer des messages notamment de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. À quel point ces personnes font aujourd'hui partie de la société civile? Moi, je pense qu'elles font partie de la société civile parce qu'elles constituent les bases de l'organisation collective qu'on voit sur le terrain et elles constituent aussi les forces politiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les forces politiques, elles sont plus seulement les partis, les syndicats ou les associations, comme j'en parlais, ça devient ces groupements qui ont une vision, qui font avancer certains sujets et qui le font souvent de manière assez efficace, je dois dire. Et je pense qu'il faut reconnaître en fait cette efficacité dans l'action de ces groupes et aussi l'influence qu'elles commencent à avoir dans l'espace public. Que pensez-vous par exemple de ceux qui se sont constitués en zone à défendre, les ZAD? Est-ce que vous pensez que c'est aussi ce sont des moyens d'action qui sont non violents, la violence elle est venue de l'État. Vous pensez que ce sont des pistes aussi intéressantes? En fait, ce que je trouve intéressant sur toutes ces questions en fait, c'est réhabiter le territoire. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans l'activisme, en tout cas quelque chose auquel il faut faire attention dans l'activisme aujourd'hui, c'est de ne pas complètement perdre le lien. C'est-à-dire que moi, pourtant, je suis sur une plateforme qui est une plateforme digitale. Donc, je vois l'importance de ces outils pour aller vite, pour rassembler des gens au-delà de nos cercles habituels. Et je vois aussi l'importance de reterritorialiser, entre guillemets, nos actions. Donc, ces zones, pour moi, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent à des gens de se retrouver et, par la même manière, d'exercer une action politique en bloquant ces espaces. Je pense que la question, elle est celle du temps. On revient un peu à ce qu'on discutait au départ, du temps engagé. C'est-à-dire que pour occuper un espace, il faut pouvoir le faire. Et moi, je suis un peu je fais partie des personnes qui disent qu'il faut que ça soit possible et accessible à un maximum de personnes. Je pense qu'il n'est pas forcément possible et accessible à tout le monde d'aller bloquer un espace pendant plusieurs jours. Bien sûr, on peut se relayer, d'où l'importance d'avoir un maximum de personnes pour pouvoir le faire. Donc, il faut réfléchir à comment ces modes d'action ils peuvent devenir accessibles, justement en les généralisant un peu plus. Donc, au lieu d'avoir 10 personnes qui doivent être là pendant 10 jours à temps plein, si on a par exemple une centaine de personnes qui peuvent se relayer, c'est beaucoup plus efficace forcément. Je pense que ça a déjà été mis en place dans certaines de ces zones et j'aimerais bien voir comment ça peut aussi permettre de reterritorialiser notre activisme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Il y a beaucoup de sujets nationaux où on pense qu'il y a une division entre les Français. Sauf que, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, quand les gens se retrouvent sur leur territoire, ces questions qui sont censées nous diviser, elles sont très très vite évacuées au profit du bien commun sur le territoire. Et on a eu plein d'exemples récemment, notamment sur les questions de migration. Donc, vous avez peut-être vu ces jeunes qui sont à risque d'être expulsés parce qu'ils ont juste eu 18 ans et qui sont des apprentis, des étudiants, etc. Et on va avoir leur communauté locale qui va se mobiliser pour elles. Et donc, ça peut être, par exemple, l'employeur dans le cas d'un apprenti, le boulanger. Ça va être la famille d'accueil pour un jeune qui est étudiant. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde dans l'espace public, dans les grands médias, on a l'impression que vraiment la question de l'immigration, c'est un truc qui divise fortement les Français. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les gens se mobilisent collectivement pour permettre aux gens de rester. Donc on voit bien aussi comment l'humain peut permettre de dépasser, entre guillemets, des clivages qui sembleraient être insurmontables politiquement au niveau national. Et donc, en ce sens-là, je pense que l'action sur le territoire, qui peut être l'occupation de lieux ou d'autres
actions, permet aussi aux gens de se retrouver et de se dire finalement, on a quand même beaucoup plus en commun que de choses qui nous séparent. Alors en fait, vous êtes en train d'illustrer à l'envers ce qui était le slogan des écologistes, on en a parlé déjà, qui était penser global et agir local. Et vous inversez la charge de la preuve, si je puis dire, ou la pyramide, en disant penser local et agir global. Oui, parce qu'en fait, on peut mettre une forme... Alors, c'est cette espèce de théorie de cette espèce de montagne. La métaphore de la montagne. La métaphore de la montagne. Alors, imaginons qu'on a cette montagne qu'on essaye de détruire complètement. Donc, on a deux solutions. Soit on a beaucoup d'explosifs, mais vraiment, ça va nous prendre beaucoup de force pour la faire s'effondrer en une fois. Soit on se dit qu'encore une fois, on est stratégique et on fait bouger la petite pierre qui peut faire bouger le rocher, qui va faire bouger la montagne et qui lui permettra de s'effondrer. Et moi, c'est en ça que je vois le local comme un moyen d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un système en France politique qui est hyper centralisé. On élit un président qui choisit un gouvernement, qui a la majorité à l'Assemblée. En gros, il y a peu de chances, si le président et le gouvernement ne sont pas d'accord avec nous, qu'on arrive à les faire changer d'avis. Ou alors, il va falloir vraiment beaucoup d'explosifs et de signatures sur les pétitions. Donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de changement malgré tout ? Et je pense qu'une des solutions, ça peut être soit d'agir sur des sujets très niches, de faire avancer, mais c'est vraiment la théorie des petits pas, et ça peut être frustrant quand on essaye, comme vous le disiez, dans l'urgence dans laquelle on est, d'avancer, soit de se dire, passons au niveau local pour créer comme une espèce de jurisprudence. C'est comme en droit, si jamais on gagne un cas sur un sujet, on peut se dire que ça fera école pour d'autres cas qui seraient jugés. Et donc, au niveau local, je pense qu'on peut faire la même chose. Et on l'a vu avec les pesticides, par exemple, dans les petites villes comme Langouette, où on va avoir des maires qui vont prendre des actions et qui vont faire boule de neige et qui vont, avec eux, emmener d'autres maires. Je suis sûre que c'est un sujet qui vous parle beaucoup. Oui, j'ai rencontré Daniel Cueff, qui n'est plus maire de Langouette, le jour où il venait de prendre son arrêté anti-pesticides et où il recevait, d'ailleurs, ce jour-là, 2 jeunes de 25 ans qui avaient gagné l'appel à projet pour remplacer le stade de football qui n'était utilisé par personne pour y faire de la permaculture. C'était un maire qui était écologiste au sens profond du terme, c'est-à-dire à la fois le côté social et le côté écologique. Mais oui, en effet, c'est un petit peu la théorie des cercles, c'est-à-dire ça commence en un endroit et puis ça continue. Ouais. Et c'est sans doute la grande différence avec la période que moi j'ai connue pendant ma génération. Il n'y avait pas Internet, donc il a des inconvénients Internet, mais il y a aussi des atouts, parce que ce que vous faites aujourd'hui à tel endroit, c'est connu aussitôt de l'autre côté du monde. Absolument. Cette espèce d'international écolo, si je puis dire, ou d'international citoyenne. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je travaille avec des militants ou autres, je leur dis, ce qui est important, c'est votre action, mais c'est aussi comment vous la racontez. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire l'économie de raconter ses victoires pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et souvent, d'ailleurs, dans nos milieux militants, on a l'impression qu'on n'a jamais eu assez, donc on a du mal à dire victoire, mais il faut dire victoire, et surtout, il faut communiquer auprès d'autres personnes pour dire, regardez, nous, on l'a fait, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et j'ai vu plein d'exemples de campagnes. D'ailleurs, c'est un des éléments qui fait qu'on a une théorie du changement. Donc, cette théorie du changement, c'est oui, c'est possible de faire. C'est quand on peut s'appuyer sur des exemples ailleurs. Donc, si aujourd'hui, je veux lancer une pétition pour demander au maire de ma ville d'interdire les pesticides, je pourrais dire, regardez, ça s'est fait ailleurs. Donc, ça donne aussi une force supplémentaire dans notre action de dire, ça ne sort pas de nulle part puisque ça a été fait ailleurs. Donc, vraiment cette idée d'avoir le local, en tout cas les actions locales et les victoires de niche, entre guillemets, comme ça, on peut reprendre l'exemple de ces jeunes réfugiés qui sont sauvés par leur entourage, ça a créé 18 autres campagnes sur exactement le même sujet. Donc, on voit qu'il y a cet effet un peu boule de neige. Et aujourd'hui, on a un débat qui a eu lieu notamment dans les grands médias sur est-ce qu'on n'a pas un problème sur nos réglementations où on expulse des jeunes qui non seulement ont toute leur place en France, mais en plus qui répondent à des besoins purement, où on a besoin de personnes qui travaillent dans l'artisanat en France et qu'on n'a pas aujourd'hui de personnes qui veulent prendre ces jobs-là. Donc, en tout cas, moi, je vois vraiment cet intérêt de se dire, oui, on veut viser grand, il faut avoir de l'ambition, je pense qu'il faut être radical dans ses ambitions et le fait qu'on veut changer le monde, mais par contre, on peut commencer petit pour justement créer cet effet boule de neige et arriver à cette ambition plus radicale. C'est donc ça votre conception et votre définition de la radicalité, oui, qui est
pétrie de non-violence en même temps. Ouais. En fait, pour moi, il y a deux aspects. Enfin, on peut expliquer la radicalité de deux manières. Il y a la question de la radicalité sur je veux changer complètement le monde, donc la vision du monde qu'on a, une vision radicalement différente. Et il y a la radicalité dans l'action, c'est-à-dire voilà, une action plus violente ou une action qui va être considérée comme plus directe, entre guillemets. Moi, je prône l'idée qu'on a besoin d'un changement radical de société. Par contre, je pense que dans les modes d'action qu'on peut avoir, on peut réfléchir à ce qui est, encore une fois, le plus stratégique. Et justement, on en discutait avec certains amis activistes la dernière fois, qui disaient... dont un activiste qui est biélorusse et donc qui est lui-même militant LGBTQI+, et qui me expliquait, voilà, à quel moment, des fois je me pose la question, à quel moment ça vaut le coup de prendre un risque pour ma sécurité et compte tenu des engagements que j'ai. Donc comment je fais l'équilibre entre me lever pour ce que je crois être la justice et me mettre en danger moi-même physiquement. Et donc en discutant, on en parlait, on se disait le plus important c'est à quel moment ça vaut le coup de prendre le risque. Et donc, on se disait, si personne ne regarde, si personne ne te voit prendre ce risque, ton sacrifice est vain, puisque tu vas souffrir de cette violence, mais tu ne vas pas pouvoir faire avancer ta cause, puisque tu seras seul et isolé. Donc, il y a une idée d'être stratégique dans notre radicalité et de faire des choses qui peuvent paraître dangereuses ou qui peuvent paraître radicales au bon moment et surtout avec la visibilité qui va faire avancer les choses. Si vous avez... je ne sais pas, décider de détruire un champ d'OGM mais que personne ne le sait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est un peu ça la question de cette radicalité, c'est que je pense qu'il doit toujours être stratégiquement pensé. Donc pour moi, il n'y a pas de pour ou contre, est-ce qu'il faut être radical ou pas radical, c'est plus qu'est-ce qui est le plus efficace et à quel moment ça fonctionne. C'est ce que font très bien, par exemple, en ce moment, avec beaucoup de courage, les Birmans. Oui. Exactement. Face à un régime militaire qui est extrêmement dur. Exactement. Et ce qu'ont très bien fait les Biélorusses, donnant au monde entier les raisons de leur colère. Votre discours, il est très structuré, très politique. Quel regard vous portez sur la politique ? Un regard assez critique et une vraie question sur à quel moment la politique doit prendre le relais de l'activisme. Et je me dis de plus en plus qu'on a besoin de plus d'activistes chez les politiques et de plus de politiques chez les activistes. Et ce que je veux dire par ça, j'en parlais d'ailleurs avec une femme politique et une personne que j'admire beaucoup, qui est très activiste dans son... Elle mène son mandat, donc c'est Manon Aubry, elle est très très activiste dans la manière dont elle mène ses actions. Qui, avant d'être députée européenne, a été porte-parole de Oxfam, une grande ONG anglo-saxonne. Et je trouve intéressant son approche, c'est qu'elle dit oui, j'ai été élue, oui, je siège dans une assemblée, mais je ne perds pas mon âme activiste, puisqu'on en parlait, et je continue à faire campagne, et aussi je mobilise les gens autour de moi en leur disant... c'est pas parce que j'ai mon mandat que les choses s'arrêtent. Donc il y a cette idée de mettre de l'activisme dans la politique et inversement mettre de la politique dans l'activisme. Ce que je veux dire par là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'être stratégique aussi dans le plaidoyer qu'on fait. Mieux comprendre les ressorts politiques, mieux comprendre les influences, qui décide quoi, comment. Je pense que c'est important, par exemple, qu'on fasse plus d'éducation civique à l'école pour que les jeunes comprennent comment la loi se crée pour pouvoir éventuellement décider d'influencer la création de lois ou de pouvoir remettre en cause certaines lois contre lesquelles ils se battent. Donc je trouve ça serait intéressant de mettre un peu plus de politique dans l'activisme en se disant on ne va pas aller juste dans la rue, on est quand même les champions de la manifestation en France et je pense qu'il y a plein de manifestations qui génèrent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup d'énergie pour les faire réussir et qui ne sont pas toujours le meilleur mode d'action. Donc réfléchir un peu à remettre de la politique dans l'activisme et du plaidoyer et inversement un peu plus de politique. Et vous n'avez pas le rejet de la politique, j'espère, parce que vous savez très bien que c'est le seul moyen de non, je pense que c'est important. Conflits. Oui, je pense qu'on a besoin par contre de renouveler notre personnel politique, notamment un peu plus de femmes, même si on se réjouit que notre assemblée elle soit maintenant un peu plus féminine et qu'il y ait une forme de parité au gouvernement. Je pense qu'il y a plein d'instances et notamment dans la haute administration où il y a très très peu de femmes, donc on a besoin de renouveler le personnel avec des gens qui ont une vision différente. Et je pense aussi qu'il faut peut-être réfléchir à comment on ne fait pas de la politique un métier, parce que je pense que quand on a un métier, on fait en sorte de le garder. Alors c'est une fonction, la politique, un moment de la vie. Il faut que ça soit un moment de la vie. Il faut que ça soit vraiment juste un moment, je pense. Alors, avant que nous nous séparions, on pourrait continuer à discuter longtemps parce que vous êtes passionnante.
vous avez, je crois, une ou deux questions à me poser. Oui, j'ai une question à vous poser. La question de la jeune génération au vieux birbe qui est en face de vous. C'est ça, justement. Donc moi, je fais partie des jeunes qui connaissent pas assez, sûrement, ce qu'ont fait nos aînés, en tout cas la manière dont ils ont agi, comment ils se sont organisés. Et du coup, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez que les activistes comme moi d'aujourd'hui sachent de ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils apprennent de vos actions passées? Alors, d'abord, moi, je suis très, très admiratif de votre génération, de ceux des 20 ans et de la vôtre, parce que vous avez pris conscience de l'urgence, comme le dit le GIEC, il y a en entrée dans la décennie critique. C'est une notion qui n'était pas la nôtre dans les années 70 et 80. Non, nous n'avons rien de particulier à vous apprendre, sinon que notre expérience peut vous servir. Donc, je pense qu'il faut que vous sachiez que aujourd'hui, les Français découvrent l'écologie comme si c'était quelque chose de tout neuf, comme si nous sommes, je sais pas, disons qu'on est mardi et elle est née le lundi. Non, l'écologie, c'est une pensée sur la société qui vient de loin, qui remonte au 19e siècle. Et c'est ça qui serait intéressant. Vous voyez, par exemple, de vous transmettre. Quand tout à l'heure, vous avez parlé de l'écoféminisme, je me suis senti le devoir de vous dire que c'était né en 1970, dans un contexte particulier, avec une Française, et on pourrait dire ça pour la désobéissance civile, d'abord avec Thoreau. Et donc je pense que comme on est dans une société qui est très amnésique, qui est victime de la dictature de l'instant, c'est tellement plus facile d'ailleurs, comme ça on explique moins les choses, que dans une société qui oublie, il est très important de contextualiser. Et je pense que les combats que vous menez, il faut qu'ils soient contextualisés, que vous soyez bien conscient que vous êtes dans une lignée, dans un chemin qui finalement ne s'est jamais interrompu. C'est ça qu'on a à vous apporter, ma génération, rien d'autre. Donc il va falloir un peu plus de manuel d'activisme de Noël Mamère. Exactement. Et oui, c'est surtout votre manuel d'activisme que je présente une nouvelle fois avant de nous séparer. Et il est vraiment très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Je dirais, c'est pas comme des recettes de cuisine, mais presque. C'est les recettes réussies des activistes. À la différence que ça reste un art et pas une science exacte, et que ça ne réussit pas à tous les coups, mais qu'il faut rester motivé. Voilà. C'est plus qu'un art. C'est pour revenir au début de notre entretien. Ce que vous le faites comme celles et ceux qui militent, qui prennent des risques, qui sont souvent confrontés à des lobbies puissants, à des adversaires déterminés. C'est cette question de l'injustice. Et donc le contraire de l'injustice, c'est la justice. Le contraire de la concurrence non faussée, c'est le droit. Et je pense que si votre génération s'articule sur ces deux piliers que sont la justice et le droit, la justice climatique, la justice pour tous, vous prenez la bonne piste. Merci beaucoup en tout cas, Sarah. En tête. Merci. Merci à vous.